La réalité, quelle est-elle? On a une situation depuis un an qui est complètement bloquée puisque personne n'a de majorité absolue. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour eux. Et donc, ça suppose à un moment qu'on trouve le moyen d'avancer malgré tout, parce que les Français ont besoin d'un budget. Et quand je dis les Français, ce sont les Français dans leur vie quotidienne, mais aussi les entreprises, mais aussi les associations, les collectivités locales. Bref, il faut aboutir à quelque chose. Et donc, nous avons cherché, dès le mois d'août, à présenter un contre-budget face à ce que François Bayrou avait présenté, sa feuille de route à 44 milliards. Nous avons présenté une feuille de route très différente, sur la base de laquelle nous avons cherché à avancer. Il n'y a pas eu de vraie négociation, au sens où on entend habituellement, des conciliabules, etc. Nous n'avons jamais eu cette négociation. Mais nous avons parlé à 2 reprises avec le Premier ministre, qui sait très bien où sont les sujets sur lesquels nous voulons avancer. Et ce que lui-même a admis, c'est que dans un Parlement où personne n'a de majorité, c'est le Parlement qui fait la loi. Et donc ça suppose qu'à un moment, eh bien, on accepte que le débat puisse avoir lieu sur tous les sujets. C'est la raison pour laquelle ça s'est polarisé sur la question des retraites. Ça ne veut pas dire que nous ayons abandonné quoi que ce soit. Moi, je défendrai évidemment la taxation des ultra-riches dans le débat budgétaire. Simplement, ça, je peux le faire parce que le règlement et la Constitution me le permettent. En revanche, sur la question des retraites, je ne peux pas le faire si ce n'est pas le gouvernement de lui-même qui annonce la suspension. Qui annonce une suspension. C'est-à-dire que si ça n'est pas annoncé dans le discours de politique générale de Sébastien Lecornu, le PS censurera. Absolument, immédiate, complète. Pourquoi je dis ça? Parce que en réalité, et pas juste sur l'âge le gel de l'âge de départ à la retraite que propose la Pourquoi? la Parce CFDT. qu'en réalité, ça touche très peu de monde. Ça touche, en réalité, en fait, ça peut toucher beaucoup de monde théoriquement, mais il y a une telle décote qu'en réalité, les gens continueront à travailler plus longtemps et ne partiront pas à l'âge légal bloqués sur 62 ans et 9 mois. Donc c'est la raison pour laquelle on souhaite que ça soit complet. Ça n'est pas, j'allais dire, c'est pas très cher. Si, à l'échelle d'un être humain, 1 milliard, c'est beaucoup. Mais enfin, c'est absolument dans l'épaisseur du trait par rapport à tout ce qui est demandé. Et je dis, par ailleurs, que ce que je considère, parce que si je vous dis que c'est uniquement la suspension de la réforme des retraites, vous allez croire que on s'en tient à cela. Mais moi, j'ai entendu ce que disait le Premier ministre précédemment. Il a dit plus de 49,3 et il a dit aussi que la trajectoire budgétaire ne serait pas celle de François Bayrou. François Bayrou avait fixé une trajectoire budgétaire à 4,6 points de PIB. 7. 4,7 pour l'an prochain, le déficit. Bayrou 4,6. Ensuite, pardon. Donc on a effectivement 4,7 pour le Cornu. Et puis, je vois qu'il est arrivé à 5. 5, c'est exactement la copie que nous avons nous-mêmes présentée à Blois. Et donc, sur ces bases-là, nous allons pouvoir réviser complètement la copie qui va être présentée en Conseil des ministres, puis ensuite à l'Assemblée. Mais sauf que le gouvernement ne soutiendra pas les hausses d'impôts considérables que vous proposez dans votre budget. Nous verrons ce que le Parlement dit. Je n'imagine pas qu'il accède à tout, mais je n'imagine pas non plus qu'il n'accède à rien. Pourquoi? Par exemple, je prends l'exemple de la surtaxe sur les grandes entreprises, les 400 plus grosses entreprises de France. Ça leur a coûté cette année 8 milliards d'euros. C'était la surtaxe IS. L'année prochaine, il prévoit une surtaxe à 4 milliards. Comment voulez-vous justifier que nous allons aller chercher dans le budget des ménages 15 milliards prélevés sur les ménages si on n'arrive même pas à prélever 4 milliards sur les grandes entreprises? Donc là, il y a quelque chose évidemment à faire, il y a un équilibre à trouver. Et si la trajectoire est corrigée, si on passe à 5,4 cette année, à 5 l'année prochaine, ça veut dire qu'en réalité, on baisse la trajectoire Bayrou de moitié. Et donc il y a quelque chose là à faire et un débat budgétaire qui peut s'engager à la condition que j'ai fixée. Si demain, le Premier ministre n'annonce pas la suspension, mais l'ouverture d'un débat sur une suspension totale et complète de la réforme des retraites, est-ce que vous censurez quand même ? Oui, il faut que les choses soient dites clairement. Il faut qu'à un moment, chacun prenne sa responsabilité. Vous vous rendez compte que nous, depuis un an, alors que la gauche a obtenu une priorité, je ne dis pas que nous avons gagné les élections au sens où nous n'avons pas eu de majorité absolue, mais quand même, nous sommes arrivés les premiers. Nous n'avons jamais été nommés à Matignon, ça aurait dû être fait au démarrage. Les premiers, vous comptez comment, les premiers? Vous comptez avec LFI. Mais à l'époque, effectivement, au lendemain du 7 juillet, la logique aurait dû être, nous nommons Lucie Castet qui avait été choisie par le Nouveau Front Populaire. Peut-être qu'elle ne faisait que 3 jours, mais le respect de la tradition parlementaire et de la tradition démocratique et républicaine était respecté. Depuis, nous naviguons avec un pouvoir qui se succède à lui-même. Ça ne marche pas. Nous avons déjà eu 3 premiers ministres, nous sommes au 4e Premier ministre. Il faudrait quand même qu'à un moment, ils acceptent cette idée assez simple qu'on ne peut pas vouloir, quand on a perdu les élections,
être en même temps ceux qui gouvernent seuls et qui font tout à leurs mains. Et c'est pourtant ce qu'il se passe. Moi, j'essaye d'être à peu près cohérent. Le vous a rendu l'appareil l'autre jour. Il a dit chaque parti se comporte comme s'il avait gagné les élections et comme s'il voulait lui-même imposer son budget. Je viens de vous dire exactement l'inverse. Je n'impose pas un budget. Je suis prêt à accepter un débat parlementaire et y compris à me faire battre sur des sujets sur lesquels je ne suis pas majoritaire. Mais je demande quand même à ce qu'il y ait un minimum de respect. On ne peut pas faire comme si ne s'était rien passé. Quand je rencontre des gens aujourd'hui dans la rue ou dans ma circonscription que je connais ou que je ne connais pas, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, monsieur le député, est-ce que ça vaut encore la peine de voter? Je leur dis, bien sûr que ça vaut la peine de voter. Ils me disent, mais pourquoi? Quand on vote, quand on manifeste, quand on vote, ça sert à rien. En fait, de toute façon, c'est toujours Macron qui décide. Et donc, on ne viendra plus. La prochaine fois, on restera à la maison. Bien, moi, ce que je veux leur dire, c'est que justement, ça vaut la peine de voter. Ça a un sens, la démocratie. Et donc, vous avez choisi des gens il y a un an. Ils ne correspondent pas à ce que moi, j'aurais voulu. J'aurais voulu qu'on fasse beaucoup plus à gauche et beaucoup moins à droite et surtout à l'extrême droite. Malheureusement, c'est pas le cas. Maintenant, j'accepte le Parlement tel qu'il est. Mais ce serait quand même fort de café que le parti qui a subi la plus grosse déculottée l'an passé, le parti présidentiel, se retrouve à gouverner. Et qui a le bloc le plus important de députés, de plus en plus seul. Le socle le plus important, franchement, à quoi il ressemble le socle? Vous pouvez me dire à quoi il ressemble? Moi, je l'ai vu. Aujourd'hui, pas terrible, mais il y a un an, c'était lui qui était... On parle d'aujourd'hui. Oui. On parle d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, honnêtement, ce socle, il est plus que fissuré. On se demande même s'il existe encore. Donc, il y a bien des amendes. Voilà, je vois bien qu'ils s'arrangent entre eux. Mais enfin, quand on a assisté, comme ça a été mon cas, à la réunion vendredi dernier autour du chef de l'État à l'Élysée, franchement, à un moment, je me suis même demandé si ça existait encore. Je les ai interrogés, je leur ai dit, mais si vous voulez vraiment gouverner, annoncez, vous qui êtes là, que vous appartenez au même socle commun. Il y en a un seul qui m'a répondu, c'est Gabriel Attal. Les autres se sont tus, surtout pas à afficher la moindre connivence avec un pouvoir qu'ils considèrent eux-mêmes comme discrédité, jusqu'à ce qu'un ancien Premier ministre, le premier d'entre eux, donc Édouard Philippe, annonce même qu'il veut la démission du chef de l'État. Pardon, mais si c'est ça un socle commun, je veux bien être pape. Depuis vendredi et ce rendez-vous à l'Élysée, vous n'avez pas eu de contact avec l'exécutif? Non, enfin j'en ai eu un avec un ministre ce week-end qui m'a redit ce qu'était leur point de vue sur la question des retraites, qui n'est pas mon point de vue. Ah oui, donc il y a de fortes chances qu'il y ait une censure votée aussi par le PS et on le saura demain à 19h. Je n'en sais rien, je ne sais pas s'il parlait en son nom personnel, s'il cherchait à me tester ou s'il était... Enfin, au moment où nous nous parlons, la censure n'est pas une option complètement saugrenue. Voilà, donc on verra demain. La vision de l'exécutif, c'est le décalage, c'est ça? C'est le décalage sur le seul âge légal. Mais là aussi, comprenons-nous bien, c'est pas une histoire de technique, etc. Moi, ce que je veux, c'est que la démocratie et le respect des Français soient assurés à chaque étape. Moi, je veux bien que... Enfin, là, c'est même plus l'abrogation, c'est la suspension. On suspend jusqu'en 2027. Mais moi, je veux qu'en 2027, le pouvoir, quel qu'il soit, s'il doit revenir sur la réforme des retraites, il passe par le Parlement. Et que ce soit pas simplement un truc mécanique. On a accordé un sursis pendant un an, et puis au fond, mécaniquement, ça repart sur la réforme Borne en 2027. Il faut qu'il y ait maintenant un respect à chaque étape du Parlement. Ce matin, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, accusait le Parti socialiste de mener des négociations secrètes. Vous vous rendez compte, monsieur Gindre, du cynisme dans lequel on se trouve aujourd'hui, de la part de monsieur Macron et de ses amis, et de la part du Parti socialiste, qui magouille depuis plusieurs jours dans les couloirs de Matignon pour essayer de se faire acheter et ne pas voter la censure dans quelques jours. Vous doutez de la détermination du PS à agir pour les Français qui veulent la suspension? Ah oui, je pense qu'une partie des socialistes dans notre pays sont prêts à se corrompre et sont prêts en tout cas à se faire acheter. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs peut-être pour quelques subventions aux élections municipales. On vous accuse de magouille, prêt à être corrompu, à être acheté pour éviter une dissolution. C'est un expert qui parle. En matière de corruption, en matière de magouille, en matière de... Moi, je n'ai jamais été condamné par la justice. Je crois que son parti l'est assez largement. Je crois même que sa présidente de groupe fait l'objet d'une condamnation. Je pense qu'il sait de quoi il parle. Mais pour ce qui me concerne, je vous ai dit très clairement, et vous pourrez le vérifier dès demain... Ce qui veut dire, c'est que vous seriez prêt à tout pour éviter une dissolution et de nouvelles élections législatives que vous ne souhaitez pas. Vous n'êtes pas assez dégagiste à ses yeux, c'est ça, oui, sans doute, qui vous reproche. Mais je crois que vous pourrez le vérifier vous-même. Je vous ai donné les critères, ils sont publics, ils sont transparents, et demain, vous pourrez
en fonction de ce que dit le Premier ministre, en déduire la position des socialistes. Donc il n'y a là aucune manœuvre, ni aucun traquenard. Au contraire, je cherche à ce que nous puissions rétablir aux yeux des Français un minimum de logique et qu'ils comprennent ce que chacun, à chaque étape, propose. Et que le débat parlementaire, s'il s'engageait, permette là aussi de dire où chacun est. J'aimerais que Jordan Bardella nous dise ce qu'il pense de la taxation des ultra-riches, lui qui a maintenant fait amende honorable auprès du MEDEF et qui fait sa génuflexion chaque jour. Eh bien, on verra à ce moment-là, dans l'hémicycle, qui est prêt à prendre sur les milliardaires et ceux qui préfèrent le prendre sur les chômeurs, sur les malades, sur les apprentis, sur les étudiants, comme c'est le cas dans le budget tel qu'il va être présenté au Parlement. Pierre. Bruno Retailleau a donc quitté le ministère de l'Intérieur, il est remplacé par Laurent Nunez. Alors que le Premier ministre avait donné pour consigne de proscrire la presse et les invités lors des passations de pouvoir, Bruno Retailleau s'en est en quelque sorte affranchi en décidant de faire ses adieux à la place Beauvau en présence des médias. Il en a profité pour revenir sur la crise de la parole publique. Je me suis efforcé, dans cette responsabilité politique qui était la mienne, d'agir sur le réel, mais aussi de rétablir le sens et la vérité des mots. Parce que je pense que la crise de la démocratie, c'est aussi la crise de la parole publique. Quand les mots n'ont plus de sens, quand on veut travestir leur sens, quand on veut euphémiser leur portée ou la travestir. J'ai voulu redonner toute la puissance à ces mots-là. On ne va pas faire la liste de vos différences ou de vos divergences avec Bruno Retailleau, mais est-ce que vous le rejoignez sur la crise de la démocratie qui serait aussi une crise de la parole publique? Oui, sur ce constat-là, on peut être d'accord. Et malheureusement, la semaine qui s'est écoulée, pour ne pas dire l'année, a été terrible. Et je crains qu'à force de contorsion, on finisse par nourrir le populisme dans notre pays et que malheureusement, les vendeurs d'illusions au RN sont aujourd'hui les mieux placés pour être le réceptacle. Et moi, ce qui est le combat de ma vie, c'est le combat contre cette forme de démagogie qui est une démagogie mortifère parce qu'elle conduit ensuite à d'autres dérives sur l'état de droit, sur les étrangers, sur toute une série de libertés publiques qui peuvent être remises en cause demain. Et c'est la raison pour laquelle je me battrai jusqu'au bout pour empêcher l'extrême droite d'arriver un jour au pouvoir. On en vient à ce n'est pas le cas de Bruno Retailleau, qui, vous l'aurez noté, cette semaine a fait un choix curieux. Il a expliqué sur le deuxième tour de l'élection partielle dans le Tarn-et-Garonne qu'il valait, enfin, il ne donnait pas de vraies consignes, mais qu'il y avait une consigne qu'il donnait malgré tout, c'est qu'il ne fallait surtout pas voter pour le PS face à l'extrême droite. Ce qui est un vrai changement de cap des Républicains. J'ai entendu aussi Laurent Wauquiez expliquer très tranquillement que la droite, ça allait de Gérald Darmanin jusqu'à Sarah Knafo, vice-présidente du parti d'Éric Zemmour, ce qui en dit long sur le dérapage continu de cette droite-là. Le gouvernement Lecornu 2 qui a été nommé hier à 22h, vous l'avez accueilli sur X, ex-Twitter, en expliquant d'un trait laconique no comment, et pourtant ça fait réagir, Émilie. Bah oui, c'est un gouvernement Lecornu version 2, une version moins politique selon le Premier ministre qui a voulu des personnalités dépourvues d'ambition personnelle, avec moins d'ego, des personnalités qui n'auraient qu'un seul but maintenant, c'est traverser la crise et de donner donc ce budget à la France. Résultat, ce sont des visages qui, pour certains, ont été découverts pour la première fois hier. Est-ce que vous connaissez cette personne ? Pas du tout. Absolument pas, désolé. Je ne connais pas. Inconnu au bataillon. J'ai vu que dans le nouveau gouvernement, il y avait un ancien président de la SNCF, je crois. Au moins, ils savent de quoi ils parlent. Tout ce qui n'est pas dans les partis, tout ce qui n'est pas cloisonné dans des partis, pourquoi pas. Je pense qu'ils vont agir autrement. Parce qu'ils ont une autre vision. J'ai trop peur des conflits d'intérêts, j'ai trop peur que ce soit présent et que ça existe. Je suis pas sûre que ça change beaucoup, puisque je suis pas sûre qu'ils aient beaucoup de poids, mais ça peut pas faire de mal non plus. Voilà, qu'on ne les connaisse pas, qu'ils viennent du terrain, c'est plutôt un avantage, à en croire les Français qu'on a interrogés et les réactions qu'on a recueillies, avec toujours cet argument, peut-être eux auront-ils plus les pieds sur terre, qu'ils penseront moins à leur petite personne, mais davantage à l'intérêt collectif de la France. Le fait de venir de la société civile, néanmoins, est-il
une garantie vraiment de tout cela. Il y a quand même quelques réserves qui ont été émises comme celle-ci. Société civile ne veut pas dire apolitique. Leur action a toujours été politique. Alors on va les regarder d'un peu plus près. Déjà, il y a 2 chefs d'entreprise. Il y a l'ancien patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, qui est nommé donc au travail. Il pourrait se retrouver en première ligne sur la réforme des retraites, justement. On l'a dit, puisqu'il l'a fait à son échelle, lui, au sein de l'entreprise ferroviaire. L'autre patron qui est un habitué des médias, c'est Serge Papin, qui obtient le ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, l'artisanat et du tourisme. Il a été PDG de Système U, puis président non exécutif d'Auchan France, et il a aussi travaillé avec Emmanuel Macron, chargé d'une mission de suivi de la répartition de la valeur dans l'agroalimentaire lors du premier mandat du président. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, le dénominateur commun de ces nouveaux entrants. Monique Barbu, par exemple, qui a la transition écologique maintenant, ancienne présidente de l'ONG WWF, qui conseille Emmanuel Macron sur le climat depuis 2020, tout comme Édouard Geffray, ex-directeur général de l'enseignement scolaire, qui devient ministre de l'Éducation. Il était passé par le cabinet de François Bayrou en 2017 et il a par ailleurs géré plusieurs gros dossiers comme la réforme du bac avec Jean-Michel Blanquer et puis aussi la mise en place des groupes de niveau dans le cadre du choc des savoirs qui a été porté par Gabriel Attal. Donc, pas si apolitique que cela. En même temps, la politique, c'est un métier. En allant chercher des personnalités du terrain, ne sommes-nous pas en train de désavouer la fonction du politique, le statut? C'est ce que pensent en tout cas à la fois Jérôme Guedj du PS et Jean-François Copé, LR. J'ai quand même cette petite gêne de se dire que le politique est à ce point désavoué, discrédité. Quand le banc initial est défaillant, alors on va chercher des personnalités qui font don de leur personne. Il faut le saluer si elles le font. C'est un métier, la politique. Il faut arrêter de penser qu'on fait ça quand on a 2 heures à perdre l'après-midi. Il faut connaître les finances publiques, il faut connaître le droit public, il faut connaître le fonctionnement de l'administration, il faut apprendre à décider. Ce sont des véritables métiers. Je pense que ce serait bien maintenant qu'on a fait, je crois, le solde complet des inexpérimentés, de remettre des expérimentés. Vous voyez, des gens dont c'est le métier. Donc déjà, une remarque à droite comme à gauche, on peut être d'accord. Mais vous, quel est votre avis pour aller plus loin qu'un no comment? Pas ce point de vue. En fait, je pense que le talent n'est pas l'exclusivité des politiques, ça se saurait. Et donc, avoir recours à des gens qui ont une expérience en dehors de la politique, ça me paraît très bien. Ça aurait pu être dans le monde associatif, ça aurait pu être dans le monde syndical, ça aurait pu être dans le monde patronal. Il y a évidemment beaucoup de gens qui ont des choses à dire. Et effectivement, société civile, ça ne veut pas dire apolitique. Ça ne veut pas dire que ces gens-là n'ont jamais réfléchi à rien, ne connaissent pas l'administration, le droit public, l'administration. Enfin, et une conviction. Voilà, il n'y a pas de. Heureusement, il n'y a pas un seul parcours et la vie politique. Mais pourquoi vous dites no comment sur ce gouvernement alors? Parce que je ne veux pas commenter un gouvernement dont, en réalité, j'ai le sentiment qu'il a été et c'était votre commentaire, vraisemblablement très cornaqué par le président de la République, qui a pendant 3 heures discuté avec le Premier ministre, ce qui prouve que ça ne devait pas être forcément la copie initiale qui lui a été présentée. Et c'est quoi la copie initiale? C'est celle d'une semaine Ah non, je ne sais pas. Celle d'avant était aussi certainement avec la marque du président de la République. Alors il faut choisir, c'est soit l'un soit l'autre. Non, je dis que dans les 2 cas, le président de la République a certainement mis sa main, et que le point commun de tous ces gens, c'est qu'ils ont tous un lien direct et personnel avec le président de la République, ce qui laisse penser qu'il va tenir la corde serrée. Voilà. Et donc, moi, ce que j'attends maintenant, c'est non pas de les juger sur la base d'un casting. Ça ne m'intéresse assez peu en réalité. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse les juger aux actes et à la politique sera conduite. Et donc, mon problème, c'était pas de venir commenter. Je sais qu'il y a des gens qui ont commenté en disant c'est horrible, c'est affreux ou c'est génial. Ça n'est ni affreux ni génial. La seule chose que je voudrais savoir, c'est ce pourquoi ils sont venus, ce qu'ils feront. À partir de là, il faut les juger. Olivier Faure, vous restez avec nous. Tout de suite, la story Louis Amar. C'est l'histoire d'un immense soulagement. Regardez ces images, espérées depuis 738 jours. Les 20 derniers otages vivants détenus par le Hamas sont rentrés en Israël ce matin. Tous des hommes âgés de 21 à 48 ans. Ils ont été remis à la Croix-Rouge à Gaza avant d'être transférés de l'autre côté de la frontière pour passer des examens de santé et surtout retrouver leur famille.
Parmi les autres images très fortes de cette matinée, regardez les deux jumeaux, Ziv et Gali Berman, 28 ans, enlevés ensemble le 7 octobre 2023 dans le kibbutz de Kfar Aza et libérés ensemble, amaigris mais vêtus du maillot de leur club de foot préféré, le Maccabi Tel Aviv. Émotion aussi pour la famille de Matan Angrest, sous-officier de 22 ans, capturé dans son char tandis qu'il essayait de protéger une base militaire. Vous voyez là ses proches réunis devant la télé et exultés en le découvrant libre. Parce que parfois, il faut attendre quelques heures avant de se serrer dans les bras. Alors on se parle d'abord par téléphone. חיים שלי, עזה תהיה בסדר, אין יותר מלחמה, זהו נגמרה המלחמה, אתם חוזרים הביתה, חיים שלי, אני אוהבת אותך. À Gaza, il restait donc 20 otages encore vivants, 28 autres sont morts, 4 de leurs dépouilles doivent être transférées en Israël aujourd'hui, les autres le seront dans les prochaines heures. Dans le même temps, l'État hébreu a libéré près de 2000 prisonniers palestiniens. Vous voyez là l'arrivée d'un des bus à Ramallah, en Cisjordanie. Tout cela conformément à la première phase du plan de paix présenté par Donald Trump, qui était ce matin en Israël pour mettre en scène son triomphe diplomatique. Regardez les unes de ces deux quotidiens israéliens. Bienvenue, Monsieur le Président, pour Yediot Aharonot, et Dieu bénisse le faiseur de paix, c'est le titre du Jérusalem Post. Une banderole géante a même été déployée sur la plage de Tel Aviv pour que le président américain la voie depuis son avion. Donald Trump également fêté à son arrivée à la Knesset, l'Assemblée nationale israélienne, fêté par des spectateurs avec leur casquette Trump président de la paix et fêté par le président de l'Assemblée lui-même. Before the people of Israel, not as another American president, but as a giant of Jewish history. Peace Prize next year, there is no one more deserving than you, President Trump. No one. The world needs more Trumps. Donald Trump très largement acclamé, vous l'avez vu, mais pas unanimement. Deux députés de la gauche radicale n'ont pas aimé qu'on lui déroule le tapis rouge. Ces deux députés brandissaient des pancartes en faveur de la reconnaissance de l'État de Palestine. Trump a ensuite repris le fil de son discours, un discours qui a duré un peu moins d'une heure. This is not only the end of a war, this is the end of an age of terror and death. Like the USA right now, it will be the golden age of Israel and the golden age of the Middle East. I want to express my gratitude to a man of exceptional courage and patriotism. There's only one, Prime Minister Benjamin Netanyahu. Bibi, please stand up. And he is not easy, I want to tell you. Dans la foulée de ce discours, Donald Trump s'est envolé pour Sharm el-Sheikh, où il préside un sommet pour la paix avec le chef de l'État égyptien. Une vingtaine de dirigeants y est réunis, dont Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, qui a été accueilli, vous allez le voir, par Donald Trump en personne. Emmanuel Macron est là aussi, comme le roi Abdallah II de Jordanie, ou le président turc Recep Tayyip Erdogan. Benjamin Netanyahou, lui, est resté en Israël, retenu par une fête juive. Ce sommet vise à mettre un terme à la guerre dans la bande de Gaza et à préparer la suite. C'est la mise en œuvre de la deuxième phase du plan Trump, qui comprend notamment la question épineuse de la démilitarisation du Hamas. Un point qui s'est aussi invité dans le débat politique français. Jean-Luc Mélenchon ce matin sur France Inter. Question simple, êtes-vous pour désarmer le Hamas? Réponse un peu moins simple. Je suis favorable à ce qu'il n'y ait plus d'armes du tout, ni de guerre. Vous ne savez pas que le droit international reconnaît dans les pays ou les zones qui sont occupées par une puissance étrangère, et Gaza est considéré comme une telle situation, Gaza n'est pas annexé par Israël, même si la Knesset l'a voté, et reconnaît le droit à la résistance armée. Par conséquent, ni vous ni moi n'y pouvons rien. Je constate qu'à la question le Hamas doit-il déposer les armes ou pas, qui est une question assez simple, vous n'y répondez pas. Mais pardon monsieur, vous ne m'avez pas posé cette question. Vous m'avez demandé s'il devait être démilitarisé. Oui. Je viens de vous répondre, je ne souhaite pas qu'il y ait de conflit. Olivier Faure, c'est ce genre de sortie qui vous éloigne chaque jour un peu plus de la France insoumise? C'est incompréhensible. Même Mahmoud Abbas, qui est le patron de l'autorité palestinienne, s'est déjà prononcé
pour la démilitarisation du Hamas et même sa mise hors jeu pour l'avenir de l'État de Palestine. Et donc, l'évidence, c'est que le Hamas, qui a été au départ de cette tragédie et même de ce que moi j'ai qualifié de génocide, ne peut pas être demain un acteur qui permette d'asseoir dans la durée une paix qui permette aux deux États de coexister. Selon vous, qu'est-ce qu'il cherche en répondant ça? Je ne sais pas ce qu'il cherche, je vous poserai la question. Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de chercher à comprendre ce qu'il disait. Je crains malheureusement qu'il voit dans le Hamas un mouvement de résistance, là où je vois d'abord un mouvement terroriste. C'est un témoignage choc, celui d'une ancienne conseillère funéraire qui raconte les dérives du business de la mort quand des cercueils ne sont pas commandés à la bonne taille, que les employés des pompes funèbres s'assoient sur le couvercle pour le fermer, quitte à écraser le visage, à tellement malmener un corps qu'on entend les os se briser. Un récit qui suscite l'indignation, un récit parmi d'autres qui illustre la course à la rentabilité imposée par les géants du secteur pointés dans les charognards. Une enquête signée Brianne Huguer-Cousin et Mathieu Sliss. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Des récits comme celui de Claire que je viens de citer, vous en avez recueilli une centaine, familles, employés, experts, et on découvre que quand les corps ne sont pas malmenés, on les laisse parfois pourrir, jusqu'à ce que l'irréparable se produise. Une fille qui va embrasser son père, une dernière fois, qui voit des asticots sortir des oreilles et des narines du défunt. La conseillère qui témoigne, Claire, se souvient encore du cri de cette femme en deuil quand elle le découvre. C'est une conseillère funéraire avec laquelle on a pu échanger. Au moment de l'échange, il y avait énormément d'émotions. Ce sont des personnes qui sont dans une dualité finalement, qui veulent faire leur métier pour accompagner les familles, le métier profondément humain finalement, d'accompagner ces familles en deuil, et qui se retrouvent parfois à aller vite, parfois face en fait à leurs propres contradictions. Donc le moment effectivement que vous avez cité, le moment où les asticots en fait sortent du nez de ce défunt, de cette défunte, au moment où la famille est face à cette personne, c'est quelque chose qui a effectivement énormément marqué Claire lorsqu'elle nous l'a raconté. La cause de cet incident, c'est un défaut d'hygiène et d'entretien. C'est-à-dire que c'est une cellule en panne, mais on fait rien, on laisse les corps se décomposer. Là, pour décrire comment ça fonctionne, vous avez donc des salons funéraires dans lesquels sont entreposés les défunts. Et il peut y avoir cette présentation du défunt pour qu'on puisse se recueillir avant la mise en bière et avant l'enterrement. Et en fait, c'est ce moment qui est important parce que vous dites au revoir à votre défunt. Et donc c'est pour ça qu'on le raconte. C'est une histoire on est en empathie. Enfin, on a commencé très fort cette émission sur ce point-là, mais cette enquête, c'est un vertige. Finalement, nous, de notre part. Ouais. Oui, ce ne sont pas les employés des pompes funèbres que vous mettez en cause, mais leur direction, qui cherche à dépenser le moins possible. Au point de féliciter les équipes quand elles franchissent la part du million de chiffre d'affaires. Avec cette phrase, la mortalité est un facteur que les équipes ont su exploiter et dont elles ont su tirer profit. Exploiter, tirer profit, quand on lit votre enquête, on entend plutôt abuser. Exploiter au sens d'abuser d'une clientèle en détresse, quitte à mentir, par exemple, sur les modalités de paiement. Voilà, tout à fait. Comme je disais, ce sont des personnes, donc les conseillères funéraires. On parle d'elles au féminin parce que ce sont en général des femmes qui font ce travail-là. Leur devoir, on va dire, c'est d'accompagner les familles. Mais derrière, elles sont presque harcelées par une direction qui voit en elles plutôt des commerciales, finalement. Qui vendraient des iPhones, quoi, enfin des smartphones. Tout à fait. Et notamment, on leur envoie souvent des mails pour accomplir un certain nombre d'objectifs. Dans ces mails, parfois, il y a un tableau avec les bons et les mauvais élèves. Les mauvais élèves en rouge, les bons élèves en vert. Pour bien montrer qui a réussi à vendre tant d'options, qui a finalement réussi à faire le plus gros chiffre d'affaires. Face à des familles qui ne savent pas que tout n'est pas obligatoire. Voilà, c'est ça. Je pense que on a vraiment découvert avec Brianne au cours de cette enquête, c'est à quel point on est ignorant de comment se déroulent les pompes funèbres. Et c'est pour ça que nous, on allait de découverte en découverte dans cette enquête. Et effectivement, il y a des prestations qui sont obligatoires, des prestations qui sont optionnelles. Et ce qu'on a découvert, c'est que ce flou est parfois entretenu savamment. Et ça peut être un argument marketing. En fait, ce qu'on a découvert, c'est finalement, on a un service public qui est percuté par des enjeux de rentabilité. Et ça, c'est d'une certaine manière un symptôme un peu de notre époque. Et c'est pour ça que ça nous a paru assez vertigineux. Et c'est pour ça qu'on en parle. Voilà. Une dérive, il y a des conséquences très concrètes pour les familles. Vous racontez des corps intervertis par erreur. C'est notamment arrivé
en 2023 à Cannes-sur-Mer avec une conséquence dramatique pour l'une des deux familles, pour les deux d'ailleurs. Évidemment pour les deux. Ce sont des dérives qu'on pointe effectivement dans le livre et qui peuvent arriver. Ce sont les conséquences finalement de cet appétit à la rentabilité. La précipitation, le manque de contrôle, mais ce qui s'est passé, c'est qu'un défunt a été incinéré alors qu'il devait être inhumé. Et c'est irréparable. On comprend qu'on ne peut pas revenir en arrière. C'est pour ça que, effectivement, raconter que ces dérives existent, on est en empathie, on se dit ça peut nous arriver. On raconte aussi dans le livre une histoire assez forte en fait d'une personne que j'ai rencontrée longuement et qui a toujours le doute aujourd'hui du fait qu'il ait bien dispersé les cendres de son père. Ce qui s'est passé, c'est qu'il avait commandé une urne assez particulière, une urne en fait qui se disperse dans l'eau, une urne en sel. Et son père avait vraiment une idée très précise des funérailles qu'il voulait avoir. Il voulait être dispersé un 18 juin au large de la Pointe du Raz dans le Finistère, parce que c'est quelqu'un qui vouait une sorte de culte au général de Gaulle. Ce qui s'est passé, c'est quand on lui a donné l'urne, on lui a donné une urne qui était différente de celle qu'il identifiait. Et qu'il avait commandé. Et persiste toujours dans sa tête de se dire, est-ce qu'on m'a donné la bonne urne avec les mauvaises cendres ou les mauvaises cendres tout court? Et quand ce genre de cas de figure arrive, parfois les entreprises de pompes funèbres tentent d'acheter le silence des familles. C'est arrivé? Ce qu'on a découvert, effectivement, c'est que lorsque les familles sollicitent, par exemple, un avocat car elles se sentent lésées et qu'il y a eu des obsèques qui se sont déroulées dans des conditions dramatiques, souvent, les entreprises de pompes funèbres essayent de limiter la casse, on va dire. Et donc, il y a un remboursement qui s'effectue. Et la condition pour que les familles puissent toucher cet argent, c'est de refuser de parler aux journalistes, par exemple, mais aussi tout simplement d'en parler sur les réseaux sociaux, d'en parler, de faire des avis Google négatifs. Et ça cloisonne vraiment la parole là-dessus. Émilie, face à vos révélations, le secteur se défend. Le président de la Fédération nationale du funéraire dit que ces dérives que vous pointez, elles sont marginales, elles ne reflètent absolument pas la réalité de la profession. On peut l'écouter. Oui, parfois il y a des oublis. Oui, parfois il y a des erreurs. On n'est que des humains. On condamne, nous, à chaque fois qu'il y a des problèmes sur des cérémonies. Sincèrement, c'est de l'exception. C'est rare quand ça arrive. On est traumatisé quand il arrive le moindre petit souci. Je n'ose pas m'imaginer qu'une entreprise puisse dire à ses salariés « faut vendre plus sur une famille pour un deuil ». Ayez confiance, on est des gens honnêtes, on est des gens sérieux et on est des gens dévoués. On a également contacté les deux géants du funéraire qui sont l'OGF et Funecap qui ont à peu près les mêmes arguments. Ce sont des erreurs isolées sur des centaines de milliers de cérémonies qu'ils assurent avoir d'ailleurs tiré les leçons de ces dysfonctionnements pour renforcer leurs procédures. Vous leur répondez quoi quand ils vous parlent de cas isolés? Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est le mot erreur. On est dans un milieu où l'erreur ne doit pas arriver. On n'est pas au restaurant où on va renvoyer un plat parce qu'il est mal cuit ou qui ne correspond pas à nos goûts. Là, derrière, les familles qui sont victimes de ces erreurs qui sont dramatiques, il n'y a pas de retour en arrière. Derrière, c'est des obsèques qui se sont mal passées, qui sont traumatisantes pour les personnes. Mais est-ce que vous allez jusqu'à dire que c'est systématique, c'est un système Non, on va pas jusque-là. Qui suscite ces erreurs? On va pas jusque-là, c'est pas la prétention du livre. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a recueilli des témoignages. Mais qui sont assez nombreux pour que ça ne soit pas si marginal que ça. Qui sont caractérisés. C'est-à-dire que Brian et moi, on n'est pas des romanciers. Brian et moi, on est des journalistes d'investigation. Donc ce qu'on a raconté dans le livre, c'est ce qu'on a réussi à corroborer, des témoignages concordants, des documents. Pour rebondir sur ce que dit le président de la Fédération du funéraire, il dit « J'imagine pas que des entreprises demandent à leurs employés de vendre ». Mais en fait, ce qui est malheureusement vrai, c'est que nous, on a récupéré des documents dans lesquels les directeurs régionaux de ces groupes donnent des consignes, comme Brian l'a détaillé tout à l'heure, avec les prestations à vendre, les bons élèves, les mauvais élèves, ce mail où vous avez finalement un directeur régional qui, à la fin d'un trimestre, en plus vous avez oublié de le préciser, mais c'est vraiment important le contexte, il fait ça en plein Covid, à la fin décembre. Et en fait, on est face à un manager qui finalement perd pied. C'est-à-dire qu'il oublie qu'il est manager d'une entreprise commerciale, mais une entreprise commerciale dont les clients sont des clients très particuliers, sont des personnes en deuil. La dépense funéraire, en fait, c'est la dépense peut-être la plus contrainte qui existe. C'est-à-dire qu'elle va nous arriver. C'est pour ça que nous, Brian et moi j'ai 26 ans, Brian elle a 28 ans, on se retrouve à écrire un livre sur le funéraire, on se pourrait dire c'est dans très loin. En fait, ça nous concerne tous. On s'est rendu compte que ça nous concernait tous et qu'on ne connaissait pas comment ça fonctionne. C'est vrai que, par exemple, il y a des ordres de grandeur qu'on n'a pas, mais en fait, organiser des obsèques en France, ça coûte 4 000 €. Et organiser des obsèques en France, c'est
le faire avec des acteurs privés, parce que la majorité des entreprises sont privées. Et en fait, vous ne pouvez pas les organiser vous-même, parce qu'il y a des prestations obligatoires et vous ne pouvez pas le faire vous-même. Et donc, vous avez une dépense qui est contrainte, vous la faites dans une période où vous êtes en deuil, vous la faites alors que vous n'y connaissez rien. Moi, je ne suis pas spécialiste automobile, mais si on veut me vendre une petite voiture à un prix mirobolant, je vais dire attention, là, ça ne va pas. En fait, la dépense funéraire, c'est vraiment différent, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à comparer. Merci beaucoup d'être venu nous parler ce soir de votre enquête, Les Charognards Pompes Funèbres, enquête sur le business de la mort, qui sera disponible vendredi aux éditions du Seuil. Merci à tous les deux. C'est l'heure du 5 sur 5 de Laurent Sénéchal. Après les EHPAD. Et on se réjouit d'un Français Nobel de l'économie. Oui, le prix a été décerné à un trio. Alors il y a l'américano-israélien Joel Mokyr, il y a le canadien Peter Howitt et donc le français Philippe Aghion. C'est l'un des co-rédacteurs du premier programme économique d'Emmanuel Macron en 2017. Il s'est ensuite éloigné du président et de sa théorie phare du ruissellement. Je ne crois pas dans la théorie du ruissellement, je ne crois pas l'idée de dire on enrichit les plus riches et ça tombe automatiquement. Je pense qu'en même temps, il faut pousser en bas. Et il faut pousser avec formation, éducation, santé, services publics de qualité, s'assurer que personne n'est exclu, que les gens retournent au marché du travail. Donc je ne crois pas du tout au ruissellement. Je crois dans l'idée qu'il faut... Évidemment, ceux qui innovent doivent être récompensés pour l'innovation, mais en même temps, il faut pousser par en bas à travers toutes ces politiques sociales. Je voyais approuver ce que dit Philippe Aghion, Olivier Faure. Pousser par en bas, je suis d'accord. Lui et les autres lauréats du Nobel sont récompensés pour leurs travaux sur les sources d'une croissance durable que sont, selon eux, l'innovation scientifique et une société ouverte au changement. C'est une voix qui n'hésite pas à se faire entendre, Philippe Aghion, par exemple, il y a quelques jours, face à Gabriel Zucman et sa taxe sur le patrimoine professionnel des grandes fortunes. Tu ne peux pas faire la taxe Zucman en France seulement. C'est pas pensable. Tu vas transformer la France en prison fiscale et tu vas rendre la France, tu vas faire tomber l'attractivité de la France. Donc tu ne peux faire ça qu'à un niveau européen. Je ne vois pas une taxe Zucman française purement. Est-ce que là aussi vous êtes d'accord là? C'est quoi, c'est le pied dans la porte, l'idée de la taxe Zucman? Enfin, tout dépend de beaucoup de choses, il y a beaucoup de variables. En fait, ce qu'on nous répond en permanence, c'est que la taxe Zucman, c'est pas possible parce qu'on va toucher aux biens professionnels. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les biens professionnels, on met beaucoup de choses. On met y compris le jet, le hors-bord, etc. On met aussi les actions, le portefeuille d'actions. Et Monsieur Arnault, il est riche justement de ces actions. Et si on arrive à dire que ces actions, on n'y touche pas, que ça ne rentre pas dans l'assiette de sa fortune, forcément, on taxe rien. Et c'est la raison pour laquelle, avec l'ISF, on taxait les petits riches, c'est-à-dire celui qui avait acheté sa maison à l'île de Ré, vous vous souvenez de la polémique. Classique, oui. Et en revanche, le milliardaire, lui, il échappait complètement à l'ISF parce qu'il se versait des revenus qui étaient très faibles et passait tout dans une holding. Et donc, ce que fait Zucman, c'est qu'il permet de réintégrer, en fait, d'avoir une échelle qui est celle de la fortune réelle de ces gens-là. Et comme la taxe est de 2% et que c'est une taxe différentielle, la réalité, c'est qu'elle est possible. Jusqu'à 2%. S'ils sont jusqu'à 2%, à 0,5, voilà, exactement. par exemple, c'est plus qu'1,5. Oui. Et donc, on est quand même sur quelque chose de très modéré. Et honnêtement, on parle là de gens qui ont, enfin, les grandes fortunes, vous avez chaque année le challenge, etc. Vous avez le classement. La première fortune de France, Bernard Arnault, 157 milliards d'euros, je crois, de capital. Je pense que si même M. Bernard Arnault avait une bonne idée... Oui. S'il les vend, bien sûr. Non, mais s'il les vend, il n'a pas ça en caisse. Patrick Cohen, vous ne faites pas le défenseur de Bernard Arnault. Laissez-moi finir. Vous laissez toujours entendre qu'il y a un tas d'or sur lesquels les gens sont assis et qui est disponible. Mais non, c'est il n'est pas, j'ai pas dit qu'il était disponible. Mais sur 157 milliards, si on n'arrive pas à trouver 1 ou 2 milliards, vous m'expliquerez comment on fait pour demander à quelqu'un qui a juste un peu plus que le SMIC, comment lui, on fait pour lui trouver cet argent qu'on lui prélève par le biais de ses impôts, par le biais des franchises, par le biais de la TVA et tout le reste. Parce qu'il y a quand même un problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un taux d'imposition réel qui est 2 fois inférieur pour un milliardaire que par rapport à un Français ordinaire. Et donc c'est ça qu'il faut corriger. Et c'est cette grande injustice qu'a levé le débat sur la taxe Zucman. C'est un autre moyen de procéder que par la taxe Zucman. On prend, pour l'instant, personne n'a trouvé quoi que ce soit. Parce que personne ne veut payer. Parce que c'est toujours la même histoire. Moi, si les milliardaires se réunissent et disent « on va vous donner 15 milliards », vous voulez 15 milliards, on vous les donne. Moi, je prends. Je n'ai pas besoin d'aller faire une taxe Zucman. On n'ira même pas regarder comment ils font leur compte. Simplement, ce que je dis, c'est que quand on est aussi riche, eh bien, on doit aussi à un moment être patriote. Et le patriotisme, quand on en son pays est dans la merde, eh bien, il faut quand même s'y mettre sur tous ces éléments, c'est-à-dire chacun contribue à la hauteur de ce qu'il peut. Et pour l'instant, c'est pas le cas.